Donc autant dire que pour mes parents c'était la catastrophe parce que moi j'étais mineure, lui il en avait une trentaine d'années donc ça fait un peu peur pour un parent. Tu vois, j'ai 17 ans, il venait me chercher au lycée en Ferrari. Tu voyages en jet privé ou alors tu vas au restaurant, moi je me rappelle, je savais pas quoi choisir, je disais je sais pas quoi choisir entre le poulet, la viande et le poisson, il me disait bah prends les trois. Et en fait ça donne des hyper mauvaises habitudes, tu vois. J'ai essayé la bouille, j'ai essayé les champignons, j'ai essayé... C'est les trucs hallucinogènes? Ouais, j'ai essayé les champignons. Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait trop peur. En plus, quand t'es dans un trip, t'es parti pour au moins 5-6 heures. Donc, Oh et tu mon peux Dieu. pas... Ouais. Donc, j'ai essayé ça. J'ai essayé... Franchement, j'ai tout essayé, je crois. J'ai essayé la coke. J'ai essayé... Et on s'est revus dans les apprentis. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, trop bien. Au moins, mon binôme, il est beau, tu vois. Ah, moi, j'ai perdu quasiment 8 kilos. Alors que déjà, je suis pas grosse à la base. Hein. Bonjour Joy, comment tu vas? Hello, ça va et toi, Sam? Bah oui, parfaitement. Moi, j'ai toujours le grand sourire quand je suis en ta compagnie parce que tu as toujours un superbe sourire. Il faut, hein. La vie est belle. Tu es un petit soleil en Merci, plus aujourd'hui. Joy, on t'avait tous découvert la première fois, c'était sur Netflix. Ouais. Dans l'émission, mais alors, un blockbuster le truc, la télé-réalité événement Squid Game, The Challenge. Ouais, d'ailleurs, ils vont faire une saison 2. Exactement, ils sont en train de caster pour la saison 2 depuis juillet et là, ils sont encore en train de caster. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment. Par la suite, Joy, on t'a découvert sur W9 dans Les 50. On reviendra sur ton aventure et on va te découvrir dans Les Apprentis Aventuriers, également sur W9, en binôme avec... Jonathan. Jonathan, pas mal, hein, Jonathan. Ouais, très beau garçon. C'est ma cam. Hein. Ah ouais. Je lui dirai. Tu nous diras si c'était la tienne. Bon, Joy, je me souviens de la dernière fois quand tu étais venue sur Aja, c'était il y a quelques semaines maintenant. Ouais, avec ma sœur. Ouais, avec ta sœur Grace. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Ok. Tu étais venue avec une tenue un petit peu transparente. Ouais, je me rappelle. Et on avait dû te mettre des scotch. Du gaffeur, là ça va aujourd'hui, normalement on voit rien. Du gaffeur pour cacher les tétons, parce que sur les réseaux sociaux, les tétons apparemment, ça passe pas. Ouais, ça dépend, les tétons des femmes, ça passe pas. Tu as raison, les tétons des femmes, ça passe pas. Ouais. Ouais. Bon, les réseaux sociaux sont quand même très sexistes. Hein. Ouais, bon, après, je peux comprendre dans le sens où, on va pas se mentir, les tétons des hommes et les tétons des femmes, c'est pas pareil. Les tétons des hommes, c'est pas sexualisé. Les tétons des femmes, c'est un peu plus sexualisé, donc... Je sais pas pourquoi, pourtant, moi, un joli torse, un beau torse, je trouve ça magnifique. Ouais, moi aussi, tu vois, mais dans la société, dans l'imaginaire, les seins, les tétons des femmes, c'est très sexuel. T'es percée? Ouais, je suis la plus grosse douleur de ma vie. Enfin, après l'ongle arraché. Ouais. Mais t'as un piercing à chaque téton? Ouais, j'en ai un. Enfin, quand j'ai fait le premier, j'ai presque hésité à pas faire le deuxième. Mais bon, au final, j'étais partie pour les deux. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon, on va souffrir quelques minutes. Et puis, j'ai fait les deux, ouais. Pourquoi tu voulais des piercings au téton? Je sais pas. Moi, je suis très... si je pense à un truc, le lendemain, je le fais. Tu sais, je suis très impulsive dans ma vie. Donc, je sais pas. J'ai eu envie de le faire. En plus, je venais de me séparer il y a pas très longtemps. C'était l'été de ma séparation. J'ai pété les plombs. Je suis partie me percer partout les oreilles, les tétons et tout. Et je l'ai fait et j'ai adoré. Hein. Franchement, j'ai jamais regretté. Bah oui, mais moi, je te comprends bien parce trop que beau, j'avais eu un piercing au téton, moi aussi. Ah, les deux aussi? Non, juste un. Ok. J'avais dit à 16 ans, je l'avais fait en cachette de mes parents. Mais non, ils ont pas découvert? Bah non, mais je trouvais ça sympa d'avoir un piercing au téton à 16 ans, tu sais, en cachette. Ouais, et le problème, c'est que j'avais fini par avoir un toc. Ah, parce que je suis un gros toqué. Ouais. Et je n'arrêtais pas de faire comme ça. Ah non, il faut pas. Ah, l'horreur. Ah non, par contre, ça fait mal en plus. J'adorais la sensation. Ah non, je déteste, moi. Enfin, tu sais, quand tu nettoies, parce qu'au début, quand tu viens de le faire, il faut le nettoyer tous les jours, donc il faut bouger la barre. Mais à part pour le nettoyer, moi, je le bouge pas. Hein, et j'aimais bien que mon partenaire le touche aussi. Ouais, ça fait des sensations, ouais. Au début, j'y croyais pas trop, parce que les gens, tu sais, avant de le faire, forcément, j'ai lu les commentaires, etc. Donc, les gens disaient, oui, ça amplifie les sensations. Je me disais, moi. Et en fait, ça amplifie les sensations. Ah oui, complètement. Moi, en tout cas, ça marche. T'en as d'autres des piercings? Ouais, j'en ai deux au nombril, donc celui du haut et celui du bas. Celui du haut que j'ai fait quand j'étais toute jeune, comme toi, en cachette de mes parents. Ensuite, celui du bas, et puis après les oreilles, et c'est tout. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà beaucoup. Bon. On arrête là pour l'instant. Joy, de ton vrai prénom, Dorine Mbella. C'est ça. Pourquoi t'as choisi Joy comme pseudo? En fait, c'est venu tout seul. Nous, on a commencé avec ma sœur. Du coup, on a commencé à beaucoup voyager dans les pays anglophones. Et Dorine, c'est très, très dur à dire en anglais. Enfin, personne n'arrivait à le dire. Ouais, Dorine, voilà. C'est hyper dur à dire. Et comme quand je me suis mise en couple, comme moi, j'ai une personnalité assez solaire, je souris tout le temps, le surnom est venu Joy. Et en fait, c'est resté. Et tout le monde a commencé à m'appeler comme ça. Et puis, du coup, c'est devenu mon surnom partout. Donc,
Comment elle était la petite Joy? Comment ça se passait dans ton enfance? Tu avais une sœur, on la connaît, Grace. Tu avais un frère, tu as un frère aussi? Oui, c'est ça, Victor. Plus petit? Ouais, il a 21 ans. Mon petit bébé. D'accord. Ouais. Et tu avais tes deux parents? Ouais, on a eu nos deux parents. Mariés? Pas mariés, mais ils ont été ensemble pendant... Enfin là, maintenant, ils ne sont plus ensemble. On les a connus ensemble toute notre enfance. Ils se sont séparés quand on était déjà très, très grands. Et pas mariés, par contre, juste ensemble. Voilà. Quel souvenir tu as de ton enfance, Joy? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très reconnaissante parce que c'est vrai que j'ai eu une très belle enfance. J'ai eu mes parents qui étaient ensemble, j'ai eu des frères et sœurs avec qui je me suis toujours très bien entendue. On n'a jamais manqué de rien. Mes parents sont pas multimillionnaires, mais ils sont confortables. Donc mon père est artiste peintre, donc il a une galerie à Paris, et ma mère est prof d'anglais. Donc du coup, c'est vrai qu'on a eu une très belle enfance. Voilà, je suis partie en école privée. On allait en vacances à chaque vacances, et j'ai juste une famille en fait où il y avait beaucoup d'amour. Je me rappelle de beaucoup d'amour, beaucoup de soutien de la part de mes parents. Ça a contribué à t'apporter un côté artiste que tu développes aujourd'hui au travers du DJing? Ouais, je pense. Le fait que ton père soit peintre? Ouais, et voyage surtout, je pense. Parce que mon père, il a toujours beaucoup voyagé par rapport à son travail. Quand on était petit, parfois mon père, il partait pendant des semaines, et puis après, il revenait. Et je pense que inconsciemment, ça nous a donné un petit peu, ça nous a donné le goût du voyage, de l'aventure. Tu t'en rends pas compte quand tu es petit, mais je trouve que tout ce qui se passe dans ton enfance a un impact sur toi en tant qu'adulte, tu vois. Bah bien sûr. Donc je pense que oui, forcément, ça m'a donné. Puis ma mère est pareil. Hein. Ma mère, elle s'est mise en couple avec mon père, je crois qu'elle avait une trentaine d'années, donc assez tard vis-à-vis de la société. Et avant ça, elle avait voyagé partout dans le monde. Elle est partie en Russie, elle est partie, enfin vraiment, elle a fait plein de pays différents. Elle est partie vivre en Angleterre. Donc je pense que cette famille un peu se... Ta mère, elle t'a eu à quel âge? À 31 ans et demi, 31 ans, presque 32. Il me semble. Ok. 31. Et toi, t'as quel âge, Joy? Moi, j'ai 28. Ok. Ouais. Tu rêvais de quoi, gamine? J'ai toujours rêvé de l'aventure. Ouais, l'aventure, j'ai toujours été hyper aventurière, j'ai toujours été une enfant assez précoce. J'ai jamais été très timide, moi j'ai toujours été très extravertie. Je faisais quand même beaucoup de bêtises quand j'étais petite, mais c'était jamais très méchant, c'était plus le fait que moi je suis très curieuse et depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un peu le même caractère. J'ai toujours envie de découvrir. Là où il faut pas forcément toucher, j'allais toujours toucher. Là où il faut pas forcément venir dans les repas de famille et donner son avis, je donnais tout le temps mon avis. J'ai toujours été très comme ça, très extravertie. C'est quoi être une enfant précoce? Être une enfant précoce, alors quand j'étais petite, ça s'est pas tout de suite vu parce que c'est juste que j'étais un peu, je dirais pas hyperactive, mais très 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 curieuse et très aventureuse. Après, je pense qu'à l'adolescence, ça se voit plus dans le sens où j'ai commencé à faire beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément de mon âge, à fréquenter des gens qui n'étaient pas forcément de mon âge, et j'étais toujours attirée par les choses qui n'étaient pas de mon âge. Ah, là tu parles des problèmes qui commencent à arriver au moment de l'adolescence. À l'adolescence, ouais, c'est ça, à l'adolescence. Au niveau de tes études, tu as travaillé pour le ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes. Trop bien, c'était trop Alors cool. Ça, faut que tu m'expliques. Ouais, qui était relié, donc on était dans les locaux du ministère de la Santé, mais du coup, moi, mon pôle, c'était donc le ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est très long comme titre. Mais c'était quand ça? C'était pendant ma dernière année d'études. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a, je sais pas, j'ai fini mes études à peut-être 23. Parce que j'ai pas fait 5 ans, j'ai fait 4 ans, donc 23, donc c'est il y a 5 ans à peu près. Mais c'était avec Marlène Schiappa? Non, à ce moment-là, il me semble que c'était Elisabeth Moreno, je crois, qui avait repris, ouais. Et c'était hyper cool. Après, moi, en fait, les études, c'était très important pour ma famille. Donc, du coup, après le lycée, j'ai fait une année de pause, parce que j'étais en couple. Enfin, bref, je pense qu'on en reparlera après. Mais voilà, j'ai vécu la grande vie, j'ai fait du mannequinat, etc. Et après cette année de pause, quand je me suis séparée, c'était important pour mes parents que je reprenne mes études. Donc, j'ai repris mes études. Et je sais que mes parents, tant que j'ai mon bac plus 4, ils me laisseront tranquille. Donc, je me suis dit, je vais faire mon bac plus 4. Je peux allier aussi ma passion du voyage et mes études. Donc, j'ai fait mes études, une partie à Londres, une partie à Paris. J'ai travaillé aussi, je les ai fait en alternance la plupart de mes années. Et donc, le ministère, c'était pendant ma 4e année où j'ai été en alternance. Mais alors, tu développais quelles tâches, justement, au ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes? Alors, moi, j'étais dans la communication. Donc, c'était des choses un peu classiques, tu sais, où tu travailles sur des audits, où tu développes la communication, les projets qui sont mis en place par le gouvernement. C'est très différent du secteur privé, parce que j'ai travaillé aussi, par exemple, chez Total Énergie dans la communication. Mais dans le privé, c'est vraiment... la communication, elle est plus marketing, donc c'est pour augmenter les bénéfices. Dans le secteur public, c'est vraiment à viser, c'est pour aider, quoi. Donc tout ce qui est les projets mis en place, tu communiques
au maximum dessus pour pouvoir les diffuser au maximum de personnes, etc. Et c'était une hyper bonne... Ouais, j'arrête pas de faire tomber de l'eau. Je suis hyper maladroite. Je vais la poser. Je vous dis la vérité, si elle a un coussin, c'est parce que tout à l'heure, elle s'est renversée la moitié du verre d'eau sucrée. C'est pas encore sec. À la moitié de l'interview, peut-être que je le... Mais, non, mais ça, pour le coup, c'est une vraie question que je voulais te poser, puisque tu as pu goûter justement aux tâches partagées dans ce ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il est nécessaire, ce ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, en 2025 ? Je pense qu'il est nécessaire, mais je pense qu'il est peut-être pas assez... pris au sérieux, et du coup c'est peut-être un ministère qui est... trop symbolique. Ouais, c'est juste symbolique, il y a moins de budget qui est alloué, etc. Du coup, les projets, ils n'ont pas un aussi gros impact que d'autres projets auraient. Mais bon, après, ce qui est normal, tu ne peux pas mettre du budget partout. Mais je pense qu'il y avait des bonnes idées. Après, il n'y avait pas forcément le budget nécessaire pour mettre les idées... en pratique, tu vois, mais oui, c'était cool. J'ai adoré, moi, cette expérience. Bon, quand tu me disais que tu avais eu une adolescence un petit peu compliquée, tu fais référence à quoi? Est-ce que tu fais référence à une relation que tu as eue avec un homme qui avait 10 ans de plus que toi? Au moins, Tu as 17 ans? Ouais, j'avais 17 ans. Il en a 27. Ouais, même plus. Il avait une trentaine d'années, donc il avait plus de 10 ans d'écart. Et donc, j'étais au lycée en terminale, donc dernière année de lycée. Donc, moi, il faut savoir que déjà, quand je suis rentrée au lycée, je dirais vers la première, j'avais des copines qui étaient plus âgées que moi, donc elles étaient déjà beaucoup dans le monde de la nuit, etc. Donc, moi, j'ai commencé à découvrir les boîtes de nuit, j'adorais ça. En fait, j'ai toujours vraiment adoré les choses qui n'étaient pas de mon âge. Et une fois, j'avais commencé le mannequinat à ce moment-là, et un événement de mannequinat, j'avais rencontré cet homme qui était quand même pas mal plus âgé que moi et qui avait un train de vie, enfin il était très à l'aise, et on s'est mis ensemble. Donc autant dire que pour mes parents c'était la catastrophe, parce que moi j'étais mineure, lui il en avait une trentaine d'années, donc ça fait un peu peur pour un parent. Ça les a choqués que toi t'aies 17 ans et que lui il en ait 30? Ouais, surtout ma mère, c'est vrai qu'elle n'était pas trop... Mes parents ils ont toujours été très ouverts, très libres, ils nous laissent faire un peu ce qu'on veut, mais là ma mère je pense qu'elle a un peu paniqué dans le sens où forcément, quand tu as 17 ans, je dirais pas que tu es sous emprise, mais il y a des choses qui t'impressionnent, qui ne m'impressionneraient pas forcément aujourd'hui à mon âge. Et forcément, la relation, il y a un peu un rapport de domination qui s'installe, surtout quand il y a beaucoup d'argent dans la relation, quand tu es très jeune. Il te le faisait ressentir? Un peu. Tu vois, au début, une supériorité financière? Ouais, un petit peu. Tu vois, au début, c'était incroyable. Enfin, moi, en plus, j'étais hyper impressionnée, je vais pas mentir. Tu vois, j'ai 17 ans, il venait me chercher au lycée en Ferrari. D'ailleurs, c'est comme ça que ma mère, elle a su, parce que la CPE a appelé ma mère. C'est pas vrai? Ouais, parce que c'est bizarre, tu vois. Oui, un peu. Tu vois, donc il venait me chercher en belle voiture. Mes copines, elles étaient genre, j'étais la star du lycée. Je me rappelle on allait au restaurant, j'avais 3 meilleures amies. À chaque fois, je ramenais mes copines. Lui, il faisait ses rendez-vous d'affaires. Et puis nous, on commandait toute la carte. Enfin, on allait dans des week-ends incroyables. Donc, c'était un train de vie qui était quand même hyper cool pour une jeune fille de 17 ans, tu vois. Mais c'est vrai que pour mes parents, ça a été un peu... Enfin, surtout ma mère, tu vois. En plus, ma mère, elle n'est pas du tout dans ça. On a toujours été confortable, mais ma mère, c'est une personne très naturelle, les pieds sur terre. Elle n'est pas du tout impressionnée par le luxe, etc. Du coup, elle y a vu plutôt un truc pas très sain, tu vois. Donc, ouais, mes parents, c'était un peu compliqué pour eux à ce moment-là. T'es restée combien de temps avec cet homme? On est restés ensemble, je dirais 1 an en tout et pour tout, mais il y a eu des hauts, des bas, donc des ruptures, Je dirais pas que pour moi, c'est pas une vraie relation dans le sens où je pense pas que j'étais amoureuse. Maintenant que j'ai déjà été amoureuse pour de vrai, je pense que c'était plus de l'excitation, tu vois. Et lui, est-ce que tu penses qu'il t'aimait? Je pense que c'était beaucoup d'excitation. Je pense que peut-être qu'il pensait être amoureux. Mais je trouve ça bizarre, en fait, à un certain âge, tu vois. Après, je ne juge pas forcément, parce qu'il y a des couples qui ont des différences d'âge énormes et qui s'entendent très bien. Mais je pense que si tu prends 100% des couples avec une grande différence d'âge, surtout quand il y a beaucoup d'argent au milieu, je ne sais pas si la relation est très saine, tu vois. Parce qu'il y a quand même... au-delà de l'écart d'âge, il y a un écart d'expérience. Bien sûr. C'est-à-dire, comment savoir avec du recul, parce que ça y est, maintenant tu as 28 ans, tu as beaucoup plus de recul sur les relations amoureuses, etc. Comment savoir si cet homme-là, il s'était pas approché de toi parce qu'en fait, tu avais 17 ans? Moi, déjà, maintenant que je suis plus âgée, je trouve ça... Encore une fois, je ne veux pas juger parce que je suis une personne très ouverte d'esprit. Mais je pense que moi, par exemple, j'ai 28 ans et j'imagine un homme de mon âge aujourd'hui qui irait voir une gamine, parce que tu es une gamine à 17 ans, tu vois.
de 17 ans, pour moi, ça cache quand même soit de l'insécurité. Enfin, pourquoi tu vas pas voir, tu peux aller voir une fille qui a peut-être quelques années de moins que toi, mais beaucoup plus jeune comme ça, et puis qui est au lycée. Enfin, tu vois, c'est quand même des vies qui sont pas du tout les mêmes. On est dans des phases de vie qui sont complètement différentes. Et je trouve, surtout quand tu as beaucoup enfin, financièrement parlant, tu es très bien. Pour moi, c'est peut-être parce que tu n'es peut-être pas à l'aise avec les femmes de ton âge, ou tu sais qu'une jeune fille, tu vas l'impressionner beaucoup plus facilement. Donc, je ne trouve pas ça très sain en général. Pourtant, je l'ai fait, j'y ai été, tu vois, donc je ne le juge pas. Mais je sais que, par exemple, si ma fille avait une relation avec un homme qui était beaucoup plus âgé, et surtout, il y avait beaucoup de financiers au milieu, je ne trouverais pas ça très sain. Donc, ça te choquerait? Ça ne me choquerait pas forcément, mais j'aurais préféré qu'elle fasse un autre choix. Tu vois, j'aurais peur pour elle, forcément. Parce qu'à 17 ans, tu n'as pas la maturité d'une femme de 25 ou 26 ou 28. Et est-ce que c'est pas un peu tôt, à 17 ans, de découvrir le luxe, de découvrir la fast life, de découvrir, entre guillemets, la facilité, les plus beaux restaurants, les restaurants étoilés, au guide Michelin, les plus belles boutiques, les plus beaux voyages? Est-ce que c'est à 17 ans qu'on voit ça? Et puis comment ça fait grandir aussi d'avoir connu ça aussi jeune? Bah, en fait, je pense que ça fait... Après, moi, heureusement que j'ai une famille qui est très les pieds sur terre, tu vois. Mais je pense que connaître beaucoup le luxe très jeune, déjà, ça te déconnecte complètement de la réalité, tu vois. C'est-à-dire que quand à 17 ans, tu voyages en jet privé ou alors tu vas au restaurant. Moi, je me rappelle, je savais pas quoi choisir. Je disais, je sais pas quoi choisir entre le poulet, la viande et le poisson. Je me disais, bah, prends les trois. Et en fait, ça donne des hyper mauvaises habitudes, tu vois. Et surtout, c'est bien, on va pas se mentir, c'est bien d'avoir une vie confortable, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres valeurs à avoir, surtout quand tu es plus jeune, tu vois. Et moi, je sais que, par exemple, surtout ma mère, elle a beaucoup de valeurs humaines, humanistes, etc. Et je pense que quand tu es plus jeune, c'est plutôt les valeurs, tu vois, qu'il faut apprendre plutôt que le luxe, le fait de tu claques des doigts, tu as ce que tu veux quand tu veux. Moi, c'est un peu à l'opposé de mon éducation. Je me rappelle que, par exemple, mes parents, ils ont toujours pu nous offrir des choses, mais nous, on devait toujours participer. Moi, par exemple, j'avais de l'argent de poche, mais je faisais aussi du babysitting. Et je me rappelle, ma toute première paire de baskets, à la base, on n'avait pas le droit aux marques chez moi, en primaire. C'est qu'au collège, j'ai eu le droit d'avoir ma première paire de baskets de marque. Et ma mère, elle pouvait très bien me l'acheter, ça devait coûter une centaine d'euros. Et elle m'avait dit, je mettrai la moitié, et toi, tu mettras la moitié avec l'argent de poche que tu as gagné. Tu vois, donc c'est plutôt ça, les valeurs qu'elle m'inculquait. Et le fait d'être dans ce monde de luxe très jeune, bah, ça te déconnecte de ces valeurs, et ça te fait un peu perdre l'effet parce que forcément, tu es impressionné, quoi, tu vois. Donc, et c'est combien de temps après que tu as une autre histoire d'amour marquante avec un après. homme qui va compter Ouais. et peut-être qui te permettra, je sais pas, mais de mettre un pied dans la musique? Ouais, totalement. Alors ça, c'est bien longtemps après. Donc moi, j'ai fini mes études. À la suite de mes études, j'ai du coup pris une année. Pareil, j'étais encore un peu dans le mannequinat, donc j'ai continué parce que j'adorais ça. Et puis ensuite, il y a eu donc le fameux Covid, les confinements, etc. Et en fait, le deuxième, avec ma sœur, on n'avait pas envie de rester en France. Et on avait voyagé pas mal à Dubaï. On adorait cette ville. Et on s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, là-bas, c'est plutôt ouvert, etc. Pourquoi pas partir à Dubaï? Donc, on est parti à Dubaï avec un billet aller. On ne savait pas combien de temps on restait, une semaine, un mois. Et on s'est installé là-bas. On a adoré, on est resté là-bas. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle vie là-bas. Et de là-bas, c'est là que j'ai rencontré quelques personnes dans la musique. Parce que tu sais, dans la musique, Dubaï, Londres et Los Angeles, c'est un peu des, je sais pas comment on dit, des hubs où les gens qui sont dans la musique voyagent beaucoup là-bas. Entre ces trois régions. Ouais, exact. Bah, il y en a plus, mais c'est là où ça marche beaucoup. Et donc, on a rencontré des personnes. Et enfin, bref, de là, on s'est fait un réseau. Et donc, après, j'ai rencontré mon premier amour, du coup, avec qui, là, pour le coup, je peux dire que c'était ma seule vraie relation. Avant ça, j'avais eu des flirts, voilà, j'avais daté des mecs, mais j'avais jamais été vraiment amoureuse. Et lui, ça a été la première personne de qui vraiment je suis tombée amoureuse. On s'est installés très rapidement ensemble. On a vécu dans plein d'endroits différents. On a vécu à Londres. On a aussi vécu en Afrique. C'était la première fois de ma vie que je vivais en Afrique, donc à Lagos, au Nigeria. J'ai adoré. Franchement, c'était hyper cool. Et lui, il était producteur. C'est un producteur international assez réputé dans le milieu. Connu? Ouais, connu. Que moi, je connais? Je sais pas, mais tu dois connaître quelques-unes de ses chansons. Ouais. Ah, c'est quoi ces chansons? Il a travaillé avec Drake. Bah, je peux pas dire, sinon vous allez savoir. Non, mais je suis très privée sur les personnes avec qui je sors. Mais enfin, voilà, il a travaillé avec beaucoup d'artistes, Chris Brown, Drake, etc. Donc oui, il est assez connu. Et oui, du coup, on a vécu. C'est vraiment lui, en fait, qui nous a introduits au monde de la musique, tu vois, parce qu'on avait un studio à la maison. Donc, on avait tout le temps des artistes qui venaient à la maison pour record. On allait tout le temps à des concerts. Enfin, on a vraiment découvert le monde de la musique par rapport à lui. Et du coup, ça nous a un peu donné envie de se lancer, avec ma sœur, je dis toujours on, de se lancer dans la musique. Et tu as rencontré Chris Brown, Drake? Ouais,
Ouais, j'ai rencontré Drake à Londres. Ouais, j'ai rencontré Drake à Londres. T'as parlé avec lui? Ouais, j'ai rencontré. T'as fait la bise? Ouais, pas la bise. Ils font pas trop la bise aux États-Unis. Ouais, c'est hug. Mais ouais, voilà. Mais oui, enfin, il y avait un truc de musique qui était en cours. C'était en Standard à Londres, c'est un hôtel. Et du coup, il était là et du coup, on s'est rencontrés. Voilà, j'étais au studio. Chris Brown aussi? Chris Brown plusieurs fois, 3 fois. Ouais. T'as papoté? Ouais, il est très gentil, très cool. Jaden Smith aussi, je me rappelle, une fois, on est parti au resto. Il y avait, ils avaient privatisé le resto et puis on a fait un Uno et il y a un jeu en anglais qui s'appelle Wavelength. Enfin bref, c'est un jeu un peu cool. On est en train de jouer à Uno et à Wavelength avec Jaden Smith. Enfin voilà, ouais, j'ai rencontré pas mal de personnes dû au fait que j'étais dans la musique, tu vois. Mais c'est des personnes très cool, très humaines. Enfin, tu sais. Les stars, c'est pas forcément, faut pas trop les voir comme des stars, genre c'est juste des humains en fait. Donc, et ça a été un véritable séisme, rien à voir, mais tu as dû entendre parler de l'affaire P. Diddy. Ouais. Voilà, ça touche le monde de la musique et le monde tout court. Toi aussi, qui es dans la musique, ça t'étonne ou pas? Pas du tout. Parce que je sais que la musique, c'est un monde qui est très... c'est un peu comme quand il y avait eu le MeToo dans le cinéma. Je pense que tous ces mondes, c'est des mondes qui étaient quand même fortement dominés par les hommes et qu'en tant que femme, quand tu rentres dans ce milieu, tu sais que, je sais pas comment expliquer, des fois, c'est pas forcément forcé, mais il y a des accords tacites, en fait, tu vois, où tu sais que si tu veux aller à un certain niveau, et il y a des personnes qu'il faut se mettre dans la poche, il y a des personnes qui sont installées, qui sont très puissantes, contre qui tu peux rien, entre guillemets, ou en tout cas contre qui tu pouvais rien, jusqu'à un certain temps. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui se sait. Et du coup, ça m'a pas forcément étonnée. P. Diddy, c'est quelque chose que tu savais, toi, en étant dans le milieu de la musique, en étant en couple avec un grand producteur de musique américain? Non, du tout. Parce que c'est quelque chose qui, quand même, c'est sûr. En fait, je me dis, c'est quand même un niveau qui est... c'est le sommet de la musique. Et tu te dis quand même, quand il y a des choses aussi graves qui arrivent, que ça sorte aussi longtemps après, c'est que c'était quand même des secrets, tu vois, très bien gardés. Donc, non, ça, j'étais pas du tout au courant. Mais par contre, quand ça s'est su, j'étais pas surpris. Il y a des artistes qui avaient pris la parole, qui avaient essayé de passer des messages. Je pense à Kesha, par exemple, dans une de ses chansons qui faisait référence aux soirées de P. Diddy. Je pense aussi à 50 Cent, qui lui, depuis longtemps, essayait d'alarmer Eminem aussi. Mais beaucoup n'osaient pas le faire officiellement. Est-ce qu'il faut en vouloir? Est-ce que le public doit en vouloir aux artistes comme Jennifer Lopez, à qui il est reproché de ne pas prendre la parole, par exemple? En fait, je pense que c'est un sujet qui est quand même très compliqué et assez tabou parce que les personnes qui prennent la parole, moi, je les admire parce que je trouve que c'est... tu te tires presque une balle dans le pied parce que quand tu prends la parole sur des personnes qui sont aussi haut placées, là, pour l'instant, ça va parce que maintenant, tout le monde le sait, donc tout le monde va commencer à prendre la parole, mais être la première personne qui prend la parole et tu sais que ça peut potentiellement terminer ta carrière et que la personne peut-être ne va pas être inquiétée, il faut avoir du courage pour le faire. Après, je trouve que c'est admirable, il faut le faire, mais je ne sais pas si on peut juger, tu vois, les personnes qui n'ont pas forcément... parce qu'il y a des personnes qui ont essayé et quand elles ont vu que ça ne marchait pas, elles n'ont pas forcément forcé. Je pense qu'il faut vraiment être dans la situation pour comprendre et que c'est compliqué de juger une situation tant qu'on n'y est pas, tu vois. Ta carrière de DJ international, elle a commencé donc de cette façon-là. Tu viens de tout nous expliquer. Ça consiste en quoi? Parce que je sais que tu as voyagé avec ta sœur Grace dans plus de 20 pays en 2 ans. En tout, on a voyagé dans plus de 40 pays. Mais ça, il y avait du personnel aussi. Mais par contre, pour le DJing, par rapport à la musique, on a voyagé dans plus de 20 pays pour mixer partout dans le monde. Alors ça consiste en quoi? C'est des boîtes de nuit qui font appel à toi, qui font appel à vous? On a tout fait. On a fait les concerts, on a fait des concerts, on a fait des boîtes de nuit dans le monde entier, dans plusieurs pays du monde. On a fait des événements privés, franchement, on a quasiment tout fait. On a vraiment... Tu sais, souvent, tu as des DJ qui vont se spécialiser que dans un seul style de musique ou un seul type d'événement. Mais nous, en fait, au début, on s'est vraiment lancé dedans pour le fun. Du coup, on n'avait pas forcément de ligne directrice. Et en fait, ça a cartonné. Mais on s'est dit, on n'a pas envie de s'enfermer dans un truc. Et du coup, on a fait un peu comme on voulait, tu vois, et ça a marché. Donc, comment on devient DJ international? Comment on apprend à mixer? On a appris rapidement, en vrai. Mais je pense que c'est parce qu'on avait la pression. Donc, nous, on a commencé à apprendre Donc, on a commencé... Notre premier événement, c'était en janvier. Là, on est en 2024, donc 2023, l'année dernière. Et pour te dire, on avait commencé à apprendre à mixer en peut-être novembre, décembre. Donc, on a appris en 2 mois. Mais après, il faut savoir que nous, on était déjà pas mal dans le monde de la musique. On voyait beaucoup. Quand on allait au studio, tu avais déjà des contrôleurs, des platines. On voyait les gens mixer, on regardait pas mal, etc. Donc, je pense qu'on a fait de la musique aussi. Moi, j'ai fait 7 ans de piano.
piano, ma sœur, elle a fait du violon, mon frère du saxo, donc on est tous partis au conservatoire. Du coup, je pense qu'on avait déjà quand même une base dans la musique. Et après, pour marcher aussi bien, il faut des contacts. Je ne vais pas mentir, les contacts, ça joue énormément. Les contacts. Et est-ce que le physique peut jouer? Ouais, carrément. Est-ce que quand on est une jolie fille ou un joli garçon, on a plus de chances de percer? Garçon, je sais pas, parce que garçon, ça peut faire un peu peur. Tu sais, quand il y a un beau mec qui arrive, au contraire, comme c'est un milieu qui est dominé par les hommes, les mecs, ils peuvent se sentir un peu insécures quand ils voient. Mais par contre, pour les filles, clairement, le physique, ça fait... En fait, au début, ça te propulse. Par contre aussi, après, ça peut être un point négatif, dans le sens où tu vas avoir beaucoup de personnes qui ne vont pas au-delà du physique ou alors qui vont te booker juste parce que tu es deux jolies filles, etc. et qui ne vont pas forcément aller au-delà, ou quand ils voient, par exemple, ils vont te booker parce qu'ils veulent peut-être quelque chose par derrière, et quand ils voient qu'au final, ça ne peut pas se faire, ils vont lâcher l'affaire, et du coup... Donc ça peut propulser au début, mais des fois, ça peut être un frein aussi. Donc, ouais. Mais après, oui, clairement, ça aide, on ne va pas se mentir. Hein. Qu'est-ce qui a fait, Joy, que tu as voulu te lancer dans une télé-réalité tournée en Angleterre qui s'appelle Squid Game The Challenge? Pourquoi? Ça s'est fait pareil, par hasard. En fait, quand j'étais en couple, il y avait Too Hot to Handle. C'est une autre émission sur Netflix qui m'avait contactée. Moi, c'était hors de question. J'étais amoureuse, in love et tout, donc c'était hors de question. Et quand je me suis séparée, j'ai repris contact avec la casteuse. Il n'y avait pas du coup de tournage pour Too Hot to Handle, mais il y avait Squid Game The Challenge. Je ne savais pas du tout au début que c'était Squid Game The Challenge. Et puis on a commencé les castings, j'en ai fait plusieurs. Et puis au fur et à mesure, ça s'est trop bien passé. J'ai été prise. Et c'est après, en fait au début je me rendais pas vraiment compte, moi je me suis dit ouais Squid Game, ils vont faire, et en fait c'est quand je suis arrivée dans le jeu que je me suis dit oh mais en fait je suis vraiment dans le vrai Squid Game, genre, tu vois, j'ai pris l'ampleur du truc et tout, et voilà, et du coup ça s'est fait comme ça. Et pourquoi la télé-réalité? Parce que moi, je suis une personne, j'essaye tout. Genre, j'ai pas de... Je sais pas comment expliquer, je me mets pas dans une boîte ou quoi que ce soit. Tu sais, les gens ils vont dire ah, mais t'es DJ, faut peut-être pas faire de la télé-réalité. Enfin, moi, je m'en fous. À la base, j'avais pas prévu d'être DJ. Tout ce qui se met sur mon chemin, si je me dis que ça peut être une expérience cool, je le fais. Genre, je suis vraiment hyper ouverte d'esprit. C'est quoi la différence entre la télé américaine, étrangère, anglaise et la télé-réalité française? Je pense que c'est l'ouverture dans le sens où la télé américaine, là c'était moitié américaine et moitié UK, mais en gros la télé-réalité anglophone c'est hyper ouvert, tu peux parler de ce que tu veux, les tenues, bon là les tenues c'est pas pareil parce que dans Squid Game t'as un outfit, mais par exemple j'ai des copines qui ont fait d'autres télés sur Netflix UK et tu t'habilles comme tu veux, c'est très libre, c'est très très ouvert, c'est pas la même, tu vois. Oui, non mais je sais pourquoi tu dis ça. Ouais, alors que c'est vrai qu'en France, je crois qu'en France il y a le CSA ou je sais pas ce que, mais en gros il y a une régulation. L'Arcom. Ok, l'Arcom qui est quand même hyper strict. Du coup, les tenues, c'est très strict. Tu peux pas forcément parler de tout. Il y a des sujets, par exemple, tout ce qui est un peu sexuel, etc. Tu peux pas trop en parler. C'est un public, je pense, qui est plus jeune. Donc, du coup, forcément, c'est policé. C'est plus policé, la télé-réalité. Est-ce que c'est vrai que sur W9, tes tenues devaient être validées et que la plupart de tes tenues n'étaient pas validées? Tu sais, moi, je m'habille... ça dépend. Des fois, je m'habille autant je peux être très classe, autant je peux être très sexy des fois parce que j'ai hyper confiance en moi, en mon corps, etc. Et j'adore mettre des tenues sexy. Du coup, par exemple, il y a une tenue avec laquelle je suis arrivée avec ma sœur, une tenue bleue, qui est même pas tant sexy que ça, moi, je trouve. Et en gros, elle n'a pas été validée au début. Et toutes les tenues qui arrivaient après, elles étaient pires. Genre, soit c'était transparent. Mais elle était comment, cette tenue bleue? Ma tenue bleue, c'était une jupe avec un haut. Et voilà, il y avait un décolleté, c'était une mini-jupe. Mais ça va, tu vois, moi, je trouve que ça va. J'ai fait pire, quoi. On voyait les tétons? Non, on voyait pas les tétons. Okay. Non, un peu brillante. C'est notre tenue d'arrivée. On avait twinné. On voyait un peu les fesses? Même pas, non. Non, c'était court, mais on voyait pas les fesses. Et pourquoi ils te l'ont pas validé? Parce que, encore une fois, ils ont des restrictions, tu vois, il n'y a pas tout qui peut passer à la télé. Donc, au début, ils ont dit non. Et ensuite, toutes les tenues qui sont arrivées après, soit il y avait les tétons, soit c'était hyper court, ça allait pas du tout. Du coup, ils nous ont dit, bon, après 4 essais, ils ont dit, bon, c'est quoi, allez, la tenue du début, on valide. Et puis, du coup, on est arrivé avec la tenue bleue, finalement. Donc, finalement, c'était la tenue bleue considérée comme la plus soft. Ouais, exactement. Qui a été validée. C'est ça. Et je ne savais pas ça, par contre. C'est-à-dire que les tenues des candidats pour les 50 sont validées? Pas pour la vie de tous les jours, mais pour la tenue d'arrivée, tu dois la valider. Donc, tu sais, tu envoies une photo et puis après, ils la valident ou pas. Et après, par contre, pendant les 50, donc tu t'habilles comme tu veux. Mais si, par exemple, il y a des choses qui sont un peu trop, où on voit un peu trop, etc., ils peuvent te dire, là, par contre, c'est un peu, tu vois, chaud, donc il faudrait aller changer. Et est-ce que tu aurais pu participer, Joy, à une télé-réalité comme Frenchy Shore? Avant, ouais.
Ah ouais, franchement, Non. si avant. Là, maintenant, non. J'ai grandi, je me suis assagie, etc. Donc maintenant, je pense pas que. Maintenant, je pense plus à, tu vois, mon image plus tard. Pas mon image, parce que je m'en fous de mon image, mais c'est plus, je me dis, ouais, le jour où j'aurai des enfants, est-ce que j'ai vraiment envie, tu vois, leur mère en train de twerker sur, tu vois. Mais par contre, avant, quand j'étais plus jeune, ouais, moi, tu sais, je suis vraiment hyper ouverte d'esprit. Genre, j'ai tout fait dans ma vie, du coup. J'ai pas de tabou, ni sexuel, ni au niveau de l'alcool, de la drogue. Enfin bref, j'ai tout essayé dans ma vie, donc ouais, je pense que j'aurais pu le faire. Ah, t'as même essayé la drogue? Ah oui, oui. Bah, j'ai tout essayé, moi, dans ma vie. T'avais quel âge quand t'as essayé ça? La première fois, ça dépend de laquelle on parle, mais je pense que laquelle on parle, du coup. Alors, Mais... je sais pas du tout. Alors, la drogue, c'est important de dire qu'il faut pas ouais, essayer. non, pas du tout. Faut même pas essayer une non, seule non, fois, non, non, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Et ça peut aller très vite. Ouais. Ah ben voilà, ça Ouais. peut aller très vite. Bah, explique-nous, explique dans quel sens, parce que c'est hyper important quand on parle de ces sujets-là, Ouais. d'expliquer qu'il faut même pas Non. essayer. Ouais. Là, Joy, elle vous raconte une expérience personnelle, de ça vie. s'appelle En toute intimité, Ouais. et elle va même vous expliquer pourquoi, certainement, elle a pu réitérer par la suite. Ouais, et aussi parce que je pense que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont... La plupart des gens, par exemple, qui vont se tourner vers la drogue, c'est parce que soit ils ont un manque à combler, ou parce que c'est pas forcément pour des raisons positives, ou alors parfois tu vas croire que c'est juste pendant une fête et que c'est festif. Mais je trouve que la drogue, ça comble toujours quelque chose, même si tu le sais pas au fond de toi, ça comble toujours quelque chose. Et pour moi, c'est le pire truc à faire, parce que c'est comme ça que tu tombes très vite dedans, tu vois. Donc je pense que c'est, même s'il y a plein de gens qui vont te dire oui, bon, c'est juste pour m'amuser, etc., il y a des choses qu'il faut pas forcément essayer, même pour s'amuser, parce que tu sais pas comment tu vas réagir Même par dans la le suite. cadre festif. Exactement. Et toi, c'était dans quel cadre? Qu'est-ce qui fait que tu as pu essayer des choses comme ça? Ça a toujours été festif. Et encore une fois, moi, j'ai toujours fréquenté des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et j'ai surtout toujours fréquenté des milieux assez... le luxe, les paillettes, les milieux sportifs ou la musique. Et c'est des choses qui se font énormément dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la musique. Dans le milieu de la musique, c'est hyper courant. C'est-à-dire la drogue, ça t'a été proposé par des, personnes que tu côtoyais? Ah ouais, plein de fois. Moi, la première fois que je crois qu'on m'en a proposé, je devais avoir peut-être 15 ans, 16 ans. Bon, après, j'ai pas 15 ans, 16 ans, non. Parce qu'en plus, moi, je me rappelle que ma mère, elle nous faisait elle nous prévenait, elle nous faisait une prévention à la maison sur ça, sur utiliser les préservatifs, etc. Ma mère, elle est à fond, elle est prof en plus. Mais elle a raison. Ah ouais. Donc, du coup, je me rappelle, elle nous montrait des vidéos où tu avais des gens qui disaient une fois, j'ai essayé telle drogue. Et au final, j'ai cru que je pouvais voler. Enfin bref, du coup, ça m'avait traumatisée. Donc pendant longtemps, on m'en a proposé, j'en ai jamais pris. Et puis une fois, j'ai essayé. J'ai essayé quelques fois, mais c'est pas des choses que je prends parce que déjà moi à la base j'ai un caractère qui est très extraverti, etc. Donc je pense que si je prenais des drogues régulièrement, ce serait too much. Et tu as essayé quoi? Alors moi j'ai essayé la weed. Enfin, je sais pas si c'est de la weed, comment on dit en français. Oui, la weed. La weed, c'est quoi? C'est la marijuana? L'herbe, oui, c'est ça. Ah, mais ça, il y a des pays dans lesquels c'est légal. Ouais, il y a des pays dans lesquels c'est légal, aux États-Unis, dans certains pays c'est légal, mais en France c'est pas légal. Hein. Donc, ah non, en France, et de toute façon, je déteste. Alors ça, je déteste. Pour moi, c'est, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez sociable, etc. Enfin, moi personnellement, en tout cas, la weed, je trouve que c'est un truc assez solitaire où tu réfléchis beaucoup, tu deviens parano. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Mais j'ai essayé la weed. J'ai essayé les champignons, j'ai essayé... C'est les trucs hallucinogènes? Ouais, j'ai essayé les champignons. Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait trop peur. En plus, quand t'es dans un trip, t'es parti pour au moins 5-6 heures. Donc, oh et tu mon peux Dieu. pas... Ouais. Donc, j'ai essayé ça, j'ai essayé... Franchement, j'ai tout essayé, je crois. J'ai essayé la coke, j'ai essayé c'est quoi, Molly, l'ecstasy. Franchement, j'ai quasiment tout essayé, je crois. Donc, mais oui, mais après, encore une fois, c'est pas des choses. En fait, je me dis que moi, j'ai de la chance dans le sens où j'ai pas une personnalité, j'ai pas de comportement addictif. Tu vois, par exemple, j'ai fumé. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à fumer quand j'étais au lycée et je suis jamais devenue accro. J'ai fumé pendant peut-être 3-4 ans et je fumais que en soirée ou ce genre de choses. Et tout le monde me disait, ouais, tu vas voir, si tu commences à fumer, tu vas devenir accro. Et moi, j'ai arrêté après. Pour la plupart des gens, c'est une sacrée drogue, le tabac aussi. Pour la plupart des gens. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas invisibiliser les sujets. Je pense qu'il ne faut pas rendre des sujets tabous. Ouais. Et je pense qu'il faut parler justement des sujets qui peuvent toucher à un moment donné dans notre vie des personnes qui peut-être se verront proposer des choses alors qu'elles n'auraient peut-être pas voulu le proposer. Il vaut mieux en parler. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait flancher? Qu'est-ce qui, toi, t'a fait essayer ça? Qu'est-ce que ça te procurait? Pourquoi?
Je pense que c'est le fait quand tu es jeune, c'est surtout quand tu es jeune. Tu sais, maintenant, encore une fois, il y a plein de choses qui ne m'impressionnent pas parce que j'ai vécu, parce que j'ai beaucoup d'expérience, etc. Du coup, il y a des choses qui m'impressionnaient avant, qui m'impressionnent plus maintenant. Je pense que quand tu es jeune, tu n'as pas forcément le recul nécessaire pour te dire, ou alors parfois tu as peur de passer pour la meuf un peu coincée, surtout quand tu es avec des personnes qui sont plus âgées, ou alors ça peut être plein de choses différentes. Il y a des personnes qui vont en avoir besoin parce qu'elles se sentent pas bien dans leur vie. Moi, c'était pas mon cas, mais ça peut être ça. Ça peut être plein de choses différentes. Je pense que déjà, c'est beaucoup plus... C'est surtout quand tu es jeune qu'il faut... Parce que c'est quand tu es jeune que tu es le plus vulnérable, pour moi, tu vois. Après, quand tu grandis, tu prends un peu d'expérience et c'est plus facile de résister aux choses. Et à quel moment tu as commencé à résister? Très vite après, moi, la plupart de ce que j'ai fait, je l'ai juste essayé. J'ai jamais été une personne... En fait, moi, j'ai toujours été une personne, je veux tout essayer dans ma vie. Genre, tu vois, il y a pas longtemps, par exemple, je me suis arrachée l'ongle et je me suis dit, au début, ça m'a fait super mal. Et après, je me suis dit, bon, je suis contente, moi, au moins une fois dans ma vie, j'aurais vu ce que c'est de se faire opérer, d'être... Bon, je sais pas comment expliquer, mais moi, vraiment, j'ai toujours été une personne qui voulait tout essayer. Donc, je me suis toujours... Par exemple, quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit, ouais, peut-être qu'un jour, j'essayerai. Mais par contre, une fois que j'ai essayé et que, bon, c'est bon, je sais ce que ça fait, c'est pas forcément des choses que j'ai envie de continuer. Tu vois, donc, D'accord, il faut surtout pas essayer. Non, il faut pas. Ouais. Voilà, faut surtout pas essayer parce que ce qui est valable pour toi ne l'est pas pour d'autres personnes. Totalement. Et voilà. ne l'est pas pour la plupart des personnes d'ailleurs. Merci. Ouais. Oui, merci de le dire. J'aimerais qu'on parle de ton aventure un petit peu dans les 50 et qu'on parle de ton amitié. Tu vas me dire si on peut parler d'amitié avec Cassandra Julia. Je vais te montrer une vidéo. Dans un premier temps, de nombreuses candidates de télé-réalité, influenceuses, qui parlent de Cassandra Julia. Elles ne parlent pas forcément en bien de Cassandra Julia. Je te laisse regarder. Je te pose ma question juste après. Regarde. Moi, Cassandra, elle est bloquée de TikTok, donc moi, je vois pas ce qu'elle fait, je vois pas ce qu'ils font. Enfin, bref, ça m'intéresse pas. Et tout ce que je peux voir, c'est des rediffs de live ou des DM de gens qui m'envoient des captures de contenu similaire à la mienne. Quand elle me parle mal, qu'elle m'insulte de PU, machin, voilà, et que je demande à Giovanni de tenir sa meuf, il me dit non. Il m'a trop mal parlé et elle aussi. Elle détruit des vies comme ça. Elle est hyper sensible, Cassandra. Non, elle est hyper tarée, c'est tout. Et Cassandra, j'aime pas du tout. C'est une fille qui rabaisse les autres filles pour se mettre en avant, alors que je pense qu'elle a pas confiance en elle, en fait. Cassandra, c'est ma copine, et je vois qu'elle est en mode full love avec Simon, alors qu'il y a quelques jours, son mec me draguait. Je finis par dire à Cassandra, écoute, comme tu démarres ta relation, j'ai envie que tu la démarres sur de bonnes bases, donc sache que ton mec me draguait il y a quelques temps. Et de là, les deux me bloquent de partout. Plus personne ne parle, Cassandra me parle plus. J'ai simplement vu une fille très méchante avec Louana. Dans son attitude, voilà, dans sa manière de regarder, elle était très rabaissante envers elle. Comment t'expliques que la plupart des candidates de télé-réalité ont du mal avec Cassandra alors que toi, tu l'apprécies beaucoup? Ouais, moi j'ai adoré Cassandra, on était dans la même chambre et tout, on s'est hyper bien entendu. Elle m'a hyper bien accueillie, même ma soeur, franchement, on a été hyper bien accueillis. Après, je pense que Cassandra, c'est une personne qui est hyper sensible et qui a peut-être été déçue beaucoup de fois dans sa vie et du coup elle fait pas forcément confiance facilement et du coup peut-être que les gens ils y voient une personne distante ou une personne snob, alors que quand tu vas au-delà de la carapace, c'est une fille hyper gentille, genre méchante et hautaine, je trouve pas, tu vois. Et après on va pas se mentir aussi, elle est très belle Cassandra et je trouve que tu vois, ça c'est aussi une différence dans la télé-réalité française et la télé-réalité anglaise. Je trouve que dans la télé-réalité française il y a pas trop de, je sais pas comment on dit, girls en anglais, c'est girl power en gros. C'est les filles qui sont soudées entre elles. Exactement. Je trouve qu'en France, c'est beaucoup, les télé-réalités françaises, c'est beaucoup les unes contre les autres, il y a beaucoup de compétition, etc. Alors qu'aux États-Unis ou alors en Angleterre, quand tu vas avoir une autre fille, les filles, elles se soutiennent vachement entre elles. Tu vas avoir une fille belle, tu vas lui dire directement « Girl, I love your outfit ». Enfin, tu vois. Bah ouais, mais alors pourquoi c'est très français? Je sais pas, c'est très... Mais c'est même pas que la télé-réalité, c'est les filles en général. Enfin, moi, je sais que par exemple, à Londres, le nombre de fois où par exemple, j'ai des amis qui me disent « Ouais, viens, j'ai un dîner, etc. » Et puis quand t'arrives, il y a plein d'autres filles. Et tu sais, on est tous à la même table, on s'entend hyper bien et on papote. J'ai plein de copines, moi, que j'ai faites comme ça. Alors qu'en France, par exemple, tu vas aller sortir avec des amis à toi. S'il y a d'autres filles à la table, ça va être très... ça va être très froid. Dans l'observation. Ouais, exactement, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a de ça aussi. Et je pense qu'encore une fois, les gens, souvent, ils s'arrêtent à la première image et ils vont pas forcément aller plus loin. Et moi, je suis une personne qui, je vais pas juger à la première image, tu vois. Je pense que c'est une personne hyper sensible, qui a vécu quand même des choses pas faciles et que du coup, parfois, elle peut être un peu, pas en retrait, mais paraître un peu distante. Alors que c'est une fille hyper cool, Cassandra. Franchement, elle est hyper cool, hyper sympa. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'était important que tu en parles, tu vois, aussi de ton amitié avec Cassandra. Tu t'es disputé avec Hilary aussi dans les 50. C'était ton seul clash?
Ouais, c'était mon seul clash. J'ai pas eu beaucoup de clash dans les 50. C'était ton seul clash, Hilary. Est-ce que c'est parce qu'elle a éliminé ta sœur? Non, du tout. Elle n'a pas éliminé ma sœur en plus. En fait, ce qui s'est passé avec Hilary, c'est que donc, au tout début de l'aventure, la première épreuve, ma sœur a perdu, elle était sur le banc des éliminés, et nous on venait tout juste d'arriver, on connaissait pas grand monde, on s'était bien entendu avec tout le monde, mais on n'avait pas d'amis. Donc moi mon but forcément, c'était de sauver ma sœur en premier, et donc on avait 2 choix, il y avait plein de gens éliminés, donc 7 ou 8, et on avait 2 choix. Donc moi forcément il y a ma sœur. Et puis ensuite, il me semble que c'était Enzo, Nicolas Couteau, enfin des amis à Nicolo qui étaient venus me voir pour me dire, écoute, si tu sauves Nicolo, nous on donne la voix à ta sœur. Donc moi, forcément, je suis obligée de sauver ma sœur. Donc je leur dis OK. En plus, Nicolo, je m'entendais bien avec lui. Du coup, j'ai voté pour Nicolo et pas pour Hilary. Et dès que Hilary est revenue des gladiateurs, donc il y avait une épreuve de gladiateurs où j'ai triché pour qu'elle revienne. Et quand elle est revenue, je lui ai dit tout de suite, à la soirée, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'avais pas trop le choix, fallait que je sauve ma sœur. Du coup, j'ai pas voté pour toi, j'ai voté pour ma sœur et Nicolo. Donc pour moi, elle m'a dit OK, pas de souci. Donc pour moi, c'était réglé, etc. Et puis des jours et des jours après, quand ma sœur est partie, donc ma sœur a été éliminée à une épreuve, et donc moi j'étais au bout de ma vie, enfin j'étais dévastée, ma sœur c'est mon pilier, et donc je suis allée dans la chambre un peu pour trouver un peu de réconfort auprès de mes copines, et quand j'arrive j'ai senti une atmosphère un peu, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui était off, tu vois, ça, bof. Et en fait là, d'un coup, je sais plus avec qui, je crois qu'il y avait Julie, il y avait Hilary, bref je sais plus, il y avait quelques filles dans la chambre. Et en gros, elles m'ont reproché plusieurs choses, notamment le fait de ne pas avoir voté pour Hilary à la cérémonie d'avant. Donc moi, c'est vrai que déjà, j'étais dévastée parce que ma sœur était partie. Donc moi, je suis très gentille, je m'entends très bien avec les gens, mais j'ai quand même un caractère assez impulsif. Donc du coup, je suis partie au quart de tour. Deuxièmement, j'ai pas trop compris en fait pourquoi ils me reprochaient ça maintenant alors qu'on en avait déjà parlé. Tu vois, c'était plus l'incompréhension. C'est quoi? C'était pour faire une séquence? Je pense pas que c'était pour faire une séquence, mais je pense que je pense qu'en fait, une fois que... En fait, je pense que moi, au début, le début, c'était tout beau, tout rose, tu vois, tout le monde s'entendait bien, etc. Et je pense qu'à un certain moment, forcément, on avance dans le jeu, donc il commence à avoir des stratégies, tu as beaucoup de personnes qui viennent parler, etc. Donc du coup, je pense que l'ambiance, en fait, elle a commencé à changer, tu vois. Et puis les gens, ils commencent à se demander, attends, est-ce que cette personne, elle est vraie? Est-ce que non? En vrai, c'était bête, tu vois. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le timing. C'est pas le fait que, peut-être que, parce que Hilary, sur le moment, elle m'a dit oui quand on en avait parlé. Moi, j'étais dans mon truc, j'étais contente d'être venue. Du coup, j'ai pas trop calculé. Et du coup, je peux comprendre, tu vois. Mais par contre, c'est le timing que j'ai pas apprécié. C'est le moment où ma sœur, elle vient de partir, où je suis au plus mal, que vous venez toutes me voir à, je sais pas combien, 5 ou 6. Je trouve ça pas correct, tu vois, c'est ça que j'ai pas apprécié. C'est pas l'embrouille en soi, l'embrouille, c'était bête en vrai, tu vois. Mais du coup, oui, ça a créé une dispute, une grosse dispute à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que c'est parce que tu étais amoureuse que tu t'es mis toute ton alliance à dos pour Nicolo? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En plus, le pire, c'est que nous, on n'avait pas d'alliance avec ma soeur. Il y avait toutes les alliances, parce qu'en fait, on s'entendait bien avec tout le monde. Et ce qui nous a mis dans une position compliquée, c'est que ma soeur, quand elle a été sur le banc des nominés la première fois, tout le monde a voté pour elle. Mais tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens de l'alliance de, par exemple, Simon, Nicolas Lodina, etc., Kevin, etc. Il y avait aussi des gens de l'alliance de Nico. Donc, en fait, on était redevables envers tout le monde, tu vois. Et c'était compliqué parce que c'était compliqué pour nous de faire des choix. Non seulement on était redevables envers tout le monde, et en plus, on s'entendait bien avec tout le monde. Donc, pendant longtemps, on n'a pas voulu faire d'alliance, justement. Tu vois, on refusait d'être dans des alliances parce qu'on se disait c'est trop tôt. Et du coup, bref, c'est vrai que je m'entendais bien avec Nicolo. Après, amoureux, c'est un grand mot. Hein. On a papoté, on s'est rapproché un petit peu, mais Nicolo, il est parti assez rapidement, du coup, on n'a pas eu le temps de plus faire connaissance que ça. Quoi. Vous avez eu le temps de vous faire un bisou? Non, même pas. Même pas? Non, même pas. On a fait un date dans le jardin, et puis c'est tout. Mais c'est une personne hyper cool. Tu vois, au-delà du physique, parce qu'il est un beau garçon, mais au-delà du physique, c'est une personne hyper intéressante, mature, les pieds sur terre. Donc, ouais, il était cool, Nicolas. Concernant les apprentis aventuriers, comment tu as réagi quand tu as découvert que c'était Jonathan, ton binôme? J'étais contente parce que Jonathan, il était dans les 50 oui, et en fait, on faisait que de se louper. Parce que lui, il est arrivé, quand il est arrivé, le premier jour, on est tous arrivés. Moi, je l'ai trouvé, il est trop beau, tu vois. Jonathan, c'est un beau garçon. Et il est parti tout de suite, donc on n'a même pas eu le temps de se découvrir. Et en fait, quand il est revenu, moi, je suis partie. Et je me rappelle, en gros, on devait se faire un date. Il est revenu le matin, on devait se faire un date. Il y a eu un problème technique, donc on ne pouvait plus rien faire. Et une fois qu'il y a eu le problème technique qui est passé, il fallait aller en épreuve. On s'est dit, on se fera notre date cet après-midi. On est parti en épreuve et moi, je suis partie. Du coup, on n'a pas eu le temps de se voir. Et on s'est revus dans les apprentis. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, trop bien, au moins, mon binôme, il est beau, tu vois. J'ai envie de revenir sur quelques qualifications que tu m'as données lorsque tu étais venue sur Aja. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Concernant
Perle et Valentin, tu m'as dit trahison. Ouais. Ouais, bah, parce que vous verrez dans les apprentis, mais il y a eu des hauts et des bas. C'est une aventure qui est pas facile. C'est une aventure qui est hyper. C'est une belle aventure, mais c'est une aventure où en fait tu es à fleur de peau tout le temps et où tu vas. En fait, tu es poussé genre, dans tes retranchements, tu vois. Donc il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et Valentin et Perle, ils font partie des hauts et des bas d'ailleurs, parce qu'il y a eu des. Qui est le plus haut dans ton cœur, Perle ou Valentin? Perle, parce que même si on a eu quand même des hauts et des bas, c'est une personne qui est quand même hyper gentille, c'est une personne humaine et c'est une personne intéressante. Enzo et Colette, sincèrement honnêtes, parce que je sais que tu les avais qualifiés d'alliés, ouais, ou alors Enzo, comme tout le monde, comme beaucoup disent dans le milieu de la télé-réalité, séquence man. Non, en fait, le truc, c'est que. Mais après, Enzo, il est pareil dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il peut être too much parfois, mais c'est pas pour les séquences. Il est comme ça, Enzo. Il est très extrême, il est très extra, mais moi, j'adore, je le trouve hyper vrai. Au contraire, je trouve que c'est un mec super sincère. Non, Enzo, j'adore. Et pour le coup, tu as retrouvé Hilary et Giovanni. Enfin, Giovanni, tu ne le connaissais pas, mais non. Hilary... Ouais. Mais Hilary, c'était... À part cette dispute, et en plus, du coup, on s'est réconciliés le soir même, Hilary, c'est un de mes plus gros coups de cœur des 50. Donc, quand je suis arrivée sur Les Apprentis et que je l'ai vu, j'étais trop contente. Genre, c'est la première personne que j'ai vue sur la plage, après Jonathan. Et j'étais en mode... franchement, j'étais contente de la retrouver dans Les Apprentis, ouais. Ton vrai coup de cœur, c'était qui? Dans Les Apprentis ou dans Les 50? Dans Les Apprentis. Dans Les Apprentis, mon vrai coup de cœur, je dirais, Hilary, c'est mon vrai, mais je dirais peut-être, je sais pas, c'est dur, j'hésite entre Hilary et le couple Enzo et Colette. Le dimanche, c'est vrai que vous pouvez manger des burgers? Ah non, pas du tout. Le dimanche, on a le droit à un croque-monsieur qui est comme ça. Je me rappelle parce que tout le monde pétait les plombs. Tout le monde disait, ouais, mais c'est hors de question. Le dimanche, on est censé être en off. Pourquoi on mange pas si on avait faim et tout? On a le droit à... Le croque-monsieur, il est minuscule. Mais quand je dis minuscule, au final, c'est même mieux de pas le manger parce que ça t'ouvre l'appétit. Ben ouais. Mais qui fait le croque-monsieur? Il est industriel ou il est fait avec du pain de Non, c'est quelqu'un millet qui le fait. C'est une nounou qui le fait. En gros, tu sais, du pain. Après, c'est pas le croque-monsieur de ouf. Hein, du pain, du fromage, du jambon. Et tout le monde le mange en mode c'est petit bout par petit bout. Il y en a même qui gardent la moitié, une pour le midi, une pour le soir, tellement on n'a rien à manger. Mais t'as dû perdre du poids. Ah, moi, j'ai perdu quasiment 8 kilos. Alors que déjà, je suis pas grosse à la base. Hein. Ouais. J'ai perdu vachement de poids. Ouf là. Reste avec nous. J'ai perdu quasiment 8 kilos, ouais. Ah ouais. Mais c'est lui qui a perdu. Il y avait JP et Kevin. JP et Kevin, ils ont perdu vachement de poids. Kevin, il avait les abdos à la fin et tout. Il était trop content. Il était en mode oh, putain, je suis trop content. Mais c'est le meilleur des régimes, en fait, les apprentis aventuriers. Ouais. Et en plus, moi, au début, quand j'y suis allée, je pensais que c'était une blague. Je me disais, bon, en vrai, on va pas trop manger, mais au bout d'un moment, ils vont voir qu'on a faim. En fait, je pensais pas que c'était aussi dur. Et c'est hyper dur. Moi, c'est la nuit qui m'angoisserait. Là, dans vos cabanes un peu ouvertes, bien. tout ça. Je dormais trop bien, moi. Ah bon? Après, le truc, c'est que moi, j'ai l'habitude de dormir dans l'avion. Tu vois, je dors partout. Vu qu'avec ma soeur, on est tout le temps par Monts et par Vaux. Du coup, je dors vraiment, vraiment partout. Donc, la cabane, je sais pas, déjà, je m'attendais à ce qu'il fasse hyper froid. Il faisait pas tant froid que ça. Parce que, en gros, je sais pas comment expliquer. Enfin, moi, j'ai bien dormi, en tout cas. Franchement, j'ai plutôt bien dormi. Donc, la nuit, c'était pas le pire. Je pense que le pire, c'était la nourriture. Le manque de nourriture, c'est dur. Oh bah vous volez de la nourriture. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ah, donc parfois. Et en plus de ça... T'en as volé? Non, moi, j'en ai pas volé. Mais parce que moi, vous verrez. Mais en tout cas, on verra. Je peux pas dire. Mais par contre, le manque de nourriture, c'est très, très difficile. C'est plus difficile que ce que je pensais. C'est-à-dire que ça tape sur le système? Ouais, ça tape sur le système. T'es faible aussi, tu vois. Et puis en plus, t'as les épreuves. Donc, et c'est surtout les émotions qui sont... Enfin, c'est même plus décuplées, elles sont triplées, quadruplées. Donc, plus le manque de nourriture, parfois, tu pètes un plomb, quoi. Et les douches, c'est dans la mer? Les douches, c'est dans la mer et après, tu as de l'eau. Mais après, c'est pas des douches avec du savon ou quoi que ce soit. Hein. C'est des douches rudimentaires. Hein. Mais après, pour moi, quand tu vas dans les apprentis, tu sais, tu vas pour l'expérience, c'est 1 mois dans ta vie. Mais alors, tu ne te douches pas pendant combien de temps? Pendant tout le temps où tu restes dans l'aventure. Et ça peut durer jusqu'à combien de temps? Je pense que le maximum, c'est 1 mois. Ouais, c'est ça, quelques semaines. Et donc, t'es contente quand tu as le retour à la vie réelle ou tu as du mal justement à t'y refaire au début? Moi, trop bizarre, mais ce
ce avec quoi j'ai eu du mal, c'était le téléphone. J'ai adoré être coupée de mon téléphone. Et tu sais, juste déconnecter de tout. Et même si tu manges pas, en fait, le fait que, tu sais, quand tu rentres dans ta vie normale, bah, tu as tout qui revient. Nous, on a un manager, donc tu as ton manager qui t'envoie tes plannings, tu as tes rendez-vous, tu as ton téléphone, etc. Alors que quand tu es là-bas, tu es coupé du monde. Et passer les premiers jours où la fin, c'est difficile, ça fait du bien. En vrai, c'est agressif le monde dans lequel on vit. Ouais, trop agressif. Vraiment. Ouais, et c'est là que tu as ouais. dû t'en rendre compte. Ouais. Mais tu sais que depuis que je suis revenue, j'ai pas de notification. J'ai tout coupé. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, d'abord, je fais ma méditation, parce que moi, je suis très méditation et tout. Donc, je fais ma méditation, je fais pipi, et tout. Et quand je suis prête, je vais sur WhatsApp, mais je ne me réveille jamais. Genre, mon téléphone, j'ai 0 notification. Ouais, je les ai enlevés moi aussi. J'ai tout coupé. Parce que je pars du principe, et je crois que toi, c'est pareil certainement depuis les apprentis aventuriers. Ouais. Je veux regarder quand je décide de regarder. Exactement. Je veux voir quand je décide de voir. Exactement. On ne m'impose pas ce que je dois voir. Exactement. Et bah, je suis exactement pareil. Du coup, après, avant, avant, ce que je faisais, c'est que je prenais mon téléphone, j'ouvrais tout ce qui est les réseaux sociaux, Instagram, etc. à partir de midi. Avant ça, je n'ouvrais pas. Mais maintenant, carrément, je vis sans notification, même sur WhatsApp, etc. Des fois, mon manager, il a du mal à me joindre, il pète un câble, il est en mode « mais il faut répondre quand je t'appelle », etc. Mais en fait, je ne veux plus être... tu sais, c'est oppressant, je trouve. Oh, je suis d'accord. Et tu vois, les apprentis, même si c'est dur, je trouve que sur le point de vue mental, c'est une aventure incroyable parce que ça te permet de déconnecter, de couper avec toute cette agitation de la vie de tous les jours. Tu vois. Donc moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Joy, pour l'avenir proche? Bah écoute, encore plein d'aventures, de la musique, la santé de mes proches, parce que mes proches, c'est toute ma vie. Donc la santé de mes proches, et puis que du bonheur, hein, pas de rien en particulier, juste du bonheur. Merci Joy pour cet échange. Merci de m'avoir permis de venir à ta rencontre, d'apprendre à te connaître en interview en toute intimité. On te retrouve sur ton compte Instagram, c'est realjoy-du-bas. Voilà. Merci Joy. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye. Bye bye.